Nous, notre association, au départ, c'était pour introduire la méthode scientifique, l'esprit critique, l'autodéfense intellectuelle auprès du grand public, en abordant principalement les phénomènes dits réputés paranormaux, voire pseudo-scientifiques par la suite. Donc on entendait par là la chasse aux fantômes, les ovnis, des sujets finalement qui sont, on va dire, assez éloignés de tout débat d'actualité et qui ne souffrent pas, on va dire, de débats émotionnels très chargés. Je vais vous laisser avec Trangsen, du coup, qui va nous parler justement des mutations du scepticisme et de la zététique. Bonne conférence à tous. Merci d'être venu, effectivement. Alors, donc voilà, comme a dit Virginie, donc l'Observatoire zététique dont je fais partie est une association qui s'inscrit dans le mouvement de la zététique, de scepticisme scientifique. Donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu au moins ce petit monde. Et effectivement, en ce moment, il y a pas mal de tensions, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce milieu. Et l'idée, c'est qu'un petit peu, on essaye de tous ensemble revenir aux origines et essayer de mieux comprendre d'où ça vient tout ça. Alors pour faire un petit point de départ, une petite vidéo qui est sortie dans le mois, qui s'appelle le Burnout sceptique, qui a été présentée par Jean-Michel Abrassard, quelqu'un qui a été très longtemps très actif dans le milieu de la zététique, qui a fait beaucoup de vidéos qui parlent des ovnis, hein, vous voyez le 731 balado sceptique, retour de Valentin, bienvenue. Et donc dans cette vidéo, en fait, il explique que lui et son collègue Jérémy Royot, ils sont en burn-out sceptique, c'est-à-dire qu'ils en ont marre de ce milieu, ils n'en peuvent plus, ils ont envie de s'en émanciper un peu, de revenir faire une pause en tout cas, parce que notamment il y a eu trop de négativité, trop de tension dans ce milieu, et eux qui ont vraiment tant investi dedans, c'est assez interpellant de voir un petit peu comment on en est arrivé là, quoi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions. Je vais devoir un peu simplifier les groupes quand je vais parler. On va faire ce qu'en sociologie on appelle un idéal type. C'est-à-dire que quand on a une répartition de deux groupes comme ça, donc voilà, il y a des gens qui sont un peu au milieu, entre deux groupes, c'est pas très sûr. Mais si on a deux courbes en cloche, on se dit, bon, il y a le groupe A, le groupe B, on définit ce que c'est le groupe A, le groupe B, et on dit, en gros, ça simplifie suffisamment bien la réalité, quoi. Voilà, mais gardez en tête que c'est toujours des simplifications. Aussi que moi je ne vais pas pouvoir être neutre dans ces sujets parce qu'en fait je ne pense pas que c'est possible de l'être dans le sens que c'est des tensions, des débats philosophiques et forcément on a tous un avis dessus et on fait partie de ces milieux-là, donc on fait partie de ces débats. Donc nécessairement, même si je vais essayer d'être un peu honnête, etc., je ne vais pas essayer de prétendre que j'ai un regard totalement objectif parce que je fais partie de ce milieu-là comme beaucoup de gens, quoi. Par contre, voilà, je parlerai du monde francophone, mais ce sera un peu beaucoup basé sur de la vision que j'en ai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études sociologiques qui existent sur ce milieu-là. Moi, j'ai fait des études de sociologie, donc j'ai essayé un petit peu d'utiliser ces outils, les quelques connaissances que j'ai pu avoir dans mes études. Mais voilà, sur ce sujet précisément, je ne prétends pas que c'est une conférence de sociologie parce qu'il n'y a pas d'études qui parlent de ce milieu-là et qui l'étudient scientifiquement, quoi. Et puis ensuite, le dernier point important, c'est que l'angle que j'ai décidé de prendre, c'est que je ne vais pas trop citer de noms. Donc vous attendez pas à ce que je dise ah oui tel youtubeur il faut en penser ci ou ça ou telle polémique etc il faut en penser ci ou ça, c'est pas mon sujet. En fait moi c'est vraiment je pense que c'est beaucoup trop clivant et ça empêche vraiment de trop comprendre ce qui se passe, les enjeux. Donc j'ai décidé vraiment de dire on va essayer de remonter vraiment aux origines, aux sources sociologiques, philosophiques du truc. Et voilà, je pense que comme ça, ce sera un peu plus intéressant. Alors, vu que je suis très scolaire, j'ai fait un plan en 3 parties. C'est qu'au départ, j'ai essayé un petit peu de définir c'est quoi l'objet, de quoi on parle. Donc, est-ce que c'est communauté sceptique, est-ce que c'est le mouvement de la zététique, etc. De quoi qu'on va causer. Après, la deuxième partie, ce sera vraiment le gros morceau, c'est-à-dire les sujets d'opposition qui sont à l'origine des tensions. Et évidemment le futur, parce que nous on aime bien tout ce qui est divination et tout dans l'esthétique. Voilà un peu comment est-ce que je vois comment est-ce que j'envisage l'avenir au fur et à mesure de tout ça. Voilà. Alors on
Donc oui, au départ, Valentin vous en a parlé le mois dernier, c'est que la zététique, ça vient du terme zétein qui signifie chercher. Ces derniers temps, on a eu un peu tendance à y ranger tous ceux qui appliquent la démarche scientifique ou qui aiment la science. Donc voilà, on a fini un peu par y ranger un peu tout le monde et n'importe quoi. Donc voilà, en fait, on se demande est-ce que c'est la zététique qui a évolué ou est-ce que c'est beaucoup de gens qui se sont appropriés le terme de scepticisme. Bon bref, c'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, avant de parler, est-ce qu'il y a des tensions, il y a des scissions, etc. On voit un peu de quoi on parle. Donc au départ, c'est deux courants de pensée principaux qui forment la zététique, c'est le scepticisme et le rationalisme. À un moment de la conférence, il faut que je vous fasse une petite précision importante. C'est pas un cours de philosophie que je vais vous faire là, hein, donc évidemment, c'est pas des vraies définitions que je vais vous donner au fur et à mesure. Le rien que rationaliste, je crois que dans la conférence, je l'emploie dans 3 sens différents à chaque fois, donc voilà, essayez pas de prendre ça pour un cours de philosophie, c'est vraiment pour essayer que vous compreniez un peu de quoi on parle, les sujets d'opposition, etc., mais voilà, ce sera pas un cours. Bref, du coup, le scepticisme, c'est analyser sans preuve les phénomènes qui nous arrivent, voilà, rien à accepter tant qu'on n'a pas de preuves probantes. Et le rationalisme, c'est un peu voilà, utiliser sa raison, les sciences, pour un peu mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour créer des connaissances un peu robustes. Donc au départ, hein, c'était dans l'esthétique, il ne s'agissait pas de représenter tous les gens qui aiment la science, tous les rationalistes. Hein, donc le point de départ, c'était vraiment utiliser le paranormal pour faire comprendre un petit peu comment ça marche la science au grand public, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux expliquer un phénomène, plutôt que de voilà, être dans juste « ah oui, j'ai l'impression que ça marche, les ovnis, ceci, cela ». Voilà, donc on avait un petit peu cette idée qu'en apprenant avec le paranormal, on pouvait un petit peu permettre aux gens de se défendre vis-à-vis des charlatans, de permettre un petit peu de se soigner en plus grande connaissance de cause, etc. Et ça, quand la zététique naît, donc c'est par notamment Henri Brock, c'est un moment particulier de l'histoire du mouvement rationaliste qui a été étudié par Sylvain Lawrence dans ce bouquin. C'est que le mouvement rationaliste, c'est quelque chose qui naît bien avant la zététique. Et dans le mouvement rationaliste moderne, donc Lawrence, c'est vraiment les structures qui défendent la science dans le débat public. Donc ça, il fait commencer ça plutôt dans les années 30. Donc il y a eu plusieurs étapes. Au début, c'était plutôt dans un sens très politique, avec des gens qui étaient plutôt proches du Parti communiste, et puis petit à petit, ça s'est dépolitisé. Et notamment, quand Henri Brock, dans les années 80-90, crée la zététique, entre guillemets, lui, ça va vraiment être son angle, en fait, pour défendre la science. Ça va être vraiment d'aller sur les sujets qui ont été délaissés, à savoir le paranormal, et aller combattre un petit peu ceux qui utilisent ce sujet dans un angle non scientifique. Donc c'est les tordeurs de cuillères, par exemple, c'est les gens comme Uri Geller qui étaient très populaires à l'époque. Voilà, les gens comme Uri Geller disaient « Regardez, je peux tordre avec ma pensée les cuillères ». Bah voilà, lui, Henri Brock, dit « Regardez avec la science comment on peut expliquer tel phénomène ». Et du coup, c'est sa manière à lui de défendre les sciences. Et Sylvain Lawrence dit que ça, c'était un compromis acceptable parce qu'il y avait des gens qui étaient encore politisés, il y avait encore des gens qui voulaient faire de la politique avec la démarche scientifique. Il y avait des gens qui étaient un peu moins dans la recherche, un peu moins politisés. Et en fait, tous ces gens-là, c'est le truc qui pouvait les faire se réunir, c'est-à-dire parler de quelque chose qui est avec beaucoup moins d'enjeux idéologiques, le paranormal, les pseudosciences, où là, c'est un peu moins clivant, quoi. Par contre, il y avait quelque chose qui était un peu plus en tension, c'était à l'époque comment est-ce qu'on traite les tenants. Est-ce qu'il faut traiter les gens qui adhèrent aux théories du paranormal, etc. Est-ce qu'on les traite avec bienveillance ou avec d'agressivité? Ça, c'était un peu le sujet de tension. Et quand l'OSET se crée, c'était plutôt sur le volet il faut être bienveillant, il faut construire avec les tenants, les protocoles, etc., quoi. Tout ça, ça a un petit peu évolué, hein, comme vous devez vous en douter. Depuis quelques années, il y a une forte visibilisation. C'est dur à dire, ça, visibilisation. Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu des blogs puis des chaînes YouTube qui sont arrivées et c'est devenu un peu à la mode, on va dire, la zététique. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés en revendiquant ce terme de zététique et il y a même des gens qui étaient juste des vulgarisateurs ou des vulgarisatrices de sciences plus classiques, mais qui ont été associés à cette nébuleuse. Là, par exemple, vous voyez le Réveilleur, par exemple. Le Réveilleur, c'est un vulgarisateur qui parle d'écologie et d'énergie. Voilà, lui, c'est un vulgarisateur, mais vu qu'il avait un angle un peu, idée reçue, il a été associé à
à cette nébuleuse-là. Mais au bout d'un moment, ça peut se demander, c'est quoi qui rassemble tout le monde, quoi. C'est quoi à quel moment ça s'arrête, à quel moment ça devient... c'est juste de la vulgarisation scientifique, mais plus de la zététique. Bref, c'est un peu le bordel en termes d'identité. Donc, tout ça a créé une forte visibilisation, comme je disais, et dans cette nébuleuse-là, il y a donc tout un tas de tensions qui ont émergé, pas que sur Twitter. Je vous vois venir, pas uniquement sur Twitter, voilà, dans le milieu, il y a des tensions. Alors, moi, au départ, au point de vue sociologique, je suis certain qu'il y a une communauté. Ce groupe a été important pour beaucoup de gens, à savoir qu'il y en a qui se sont servis de la zététique comme un point de refuge. C'est-à-dire le fait de, je sais pas, être dans un mouvement sectaire ou un mouvement un peu complotiste, le fait de sortir de ce truc-là pour aller vers une autre identité qui est la zététique ou le scepticisme, et se retrouver dans les groupes Facebook, dans les assos, etc., ça a pu être important à pas mal de gens à un certain moment. C'est que c'est un lieu de rencontre un peu pro-science où les gens peuvent se retrouver pour un petit peu se retrouver entre gens qui étaient un peu comme eux. Par contre, faut voir que le fait de créer une identité politique, c'est très important pour un groupe, mais par contre, ça a tout un tas d'effets secondaires. Donc c'est le fait qu'on peut avoir tendance à survaloriser son propre groupe et à diaboliser les gens qui ne sont pas dans ce groupe-là. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est important, où est-ce qu'on met la limite de notre groupe ou pas, c'est que si on va diaboliser ou survaloriser l'un ou l'autre, ça va être très important les définitions, les identités qu'on on définit. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'une communauté, c'est bien, mais ça ne fait pas un mouvement politique. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a des gens qui se réunissent à un moment donné qui veulent faire quelque chose ensemble et qui veulent aller vers quelque chose de commun. Pour prendre l'exemple de comparaison avec le féminisme, c'est que le féminisme, effectivement, au départ, il y a un objet commun, un objectif commun qui est, pour le dire vite, égalité entre les genres, par exemple. Voilà, le fait qu'après, sur les différents courants qui se créent, parce que sur l'objet, sur les objectifs, sur les moyens arrivés, il y a plein de courants qui vont se former. Voilà, on va avoir le féminisme matérialiste, le féminisme libéral, le féminisme intersectionnel, etc. Des fois, des courants qui ne peuvent pas se blairer entre eux, mais ça dénote qu'il y a, on va dire, une réflexion intellectuelle sur comment on fait concrètement pour aller vers quelque chose. Et du coup, on peut parler des mouvements féministes, ça a un sens. Par contre, la question, c'est, du coup, quel est l'intérêt à ce que les gens soient plus sceptiques? Quel est l'objectif derrière tout ça, quoi? Donc, les objectifs du mouvement sceptique, au départ, c'était le truc de gauche, utiliser le paranormal pour parler des spécialités et des sciences. Et puis après, petit à petit, il y a eu tout un tas de choses qui sont rajoutées. Ça, c'est une liste que j'ai faite un petit peu en me baladant. C'est des trucs que j'ai observés dans ces milieux-là, dans les groupes Facebook, zététique et compagnie. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu... qui continuent d'être un petit peu consensuelles, comme défendre la science. On se dit que les connaissances scientifiques, c'est bien, ça permet de prendre des meilleures décisions. Ça reste très consensuel. Par contre, il y a des choses dans ce truc-là qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde. Si je prends par exemple rétablir la rationalité, avec un grand L, parce que les gens, à l'heure d'Internet, ils ont plein de biais, ils pensent mal. Et franchement, c'est terrible, c'est un grand danger. Nous devons rétablir la rationalité dans le débat public. Qui est avec moi. Bon, je caricature un peu, mais c'est un objectif que certains ont, que moi, perso, je ne suis pas sûr de partager. Donc, en fait, voilà, il y a eu un peu cette explosion des objectifs. Et la question, c'est de savoir, du coup, est-ce qu'il y a des divergences sur les objectifs et les moyens pour y arriver? Est-ce que c'est une scission, ou est-ce que, ça c'est une autre hypothèse que je peux vous soumettre, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de mouvement sceptique tout court. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y avait des gens qui étaient réunis à un instant T, mais ça n'a jamais été un mouvement politique qui avait un objectif qui allait quelque part. Et en fait, il y a des tensions actuelles parce que c'est juste qu'on s'en rend compte. On commence à se rendre compte qu'on n'a jamais voulu les mêmes choses et qu'il faut mieux partir chacun de notre côté. Pour prendre un exemple, c'est si jamais, par exemple, vous êtes sur l'aire d'autoroute et que vous êtes tous en train d'attendre votre café avec les gens, vous êtes tous au même endroit. Par contre, il n'y a pas un mouvement politique qui est à l'œuvre. C'est à peu près le même truc qu'il y a avec le scepticisme. Ça, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Paul Gee, qui est un sociologue qui fait sa thèse sur le mouvement rationaliste pro-vaccin. Donc ça, c'est un mouvement politique qui se donne pour objectif qu'il y ait plus de gens qui se fassent vacciner, et pour ça, il faut visibiliser la science, etc.
Donc c'est pas de la zététique, mais c'est un truc qui s'en rapproche quand même beaucoup. Et bah pour lui, par exemple, il dit il y a un mouvement rationaliste et tout ça, mais par contre, mouvement sceptique sur le paranormal et compagnie, ça, je suis pas convaincu qu'il y en ait un. Et pour prendre une définition plus sociologique de ce que c'est un mouvement social, donc c'est celle d'Éric Neveu, il dit c'est un agir ensemble intentionnel, blablabla, je vous laisse lire, qui vise défendre un intérêt matériel ou une cause. Donc là, c'est un peu une définition dont les sociologues ont le secret. Mais ce qu'il faut voir, du coup, c'est si on veut donner un sens à ce qu'on fait, il faut réussir à trouver un intérêt matériel concret à ce que les gens soient plus sceptiques. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez trouver un intérêt matériel, ce que je viens de citer sur, vous pensez que les gens se fassent plus vacciner, c'est un intérêt concret qui est mesurable. Plus de gens sont vaccinés, ça c'est concret, ça c'est un intérêt, etc. Donc on verra dans la partie 3 comment ça peut se matérialiser un peu ces objectifs-là, mais surtout on verra à quel point ça part dans toutes les directions, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc pour finir cette partie, ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas de preuve qu'il y a eu un mouvement sceptique unique à un moment donné, ça ne sert pas forcément à grand-chose, ça n'a pas forcément de sens pour moi d'essayer de vous dire du coup, eux ils sont arrivés mais ils ne sont pas légitimes, ce n'est pas des vrais sceptiques ou ce n'est pas des vrais zététiciens. Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quels étaient les objectifs concrets au départ, donc ça s'est un petit peu dilué. Donc plutôt que de faire ça, je me suis dit, on va essayer un petit peu de remonter un petit peu aux sources philosophiques et voir un petit peu les trucs qui sont sources de conflit quoi qu'il arrive, on va dire. Il suffit pas que les gens se parlent un petit peu 5 minutes et puis en fait on verra que c'était un malentendu. Voilà. C'est ça l'angle de ma deuxième partie, c'est de voir un petit peu qu'au-delà des disputes, des cas particuliers, il y a des divergences plus profondes, quoi. Et évidemment, encore une fois, il y a des conflits où je simplifie, mais ils existaient bien avant que la zététique n'arrive et tout ça, hein, bien sûr. Alors pour mon premier cas, je vais pris un petit exemple. Est-ce qu'il y a une carte qui est plus vraie que les autres parmi ces trois-là ? Sachant qu'il n'y a pas de piège en mode c'est des fausses villes, etc. C'est vraiment 3 cartes de l'Isère que j'ai trouvées sur Internet. Alors, là, normalement, vous devez remarquer que la carte de gauche, il y a beaucoup moins de détails. Et que petit à petit, il y a des détails qui s'ajoutent. En gros, si on vous demandait de cartographier l'Isère, donc vous avez le paysage, et puis au début, vous avez la carte de gauche, c'est-à-dire des frontières à peu près grossières, très grossières, puis la ville, vous la mettez à peu près là, quoi. Puis petit à petit, au fur et à mesure, vous allez affiner un petit peu et donner de plus en plus de détails. Dans les 3 qui sont là, les 3 sont vrais. Par contre, on voit bien qu'il y a plus de détails. Et en fait, au fur et à mesure, la question que vous allez faire, que vous posez, c'est de dire quel détail je veux mettre en avant. C'est quoi l'objectif de ma carte ? Ok ? Et en fait, ça, c'est une bonne métaphore, je trouve, de la recherche scientifique, à savoir qu'il y a au départ le paysage qui est l'objet qu'on va essayer d'étudier, mais nous, on n'a accès qu'à des cartes qui vont simplifier la réalité. Donc, c'est des modèles scientifiques, c'est des théories scientifiques. Et les théories scientifiques, les modèles, trient les informations et répondent à des objectifs. À un moment donné, les scientifiques ont toujours à se poser la question quelles informations sont pertinentes à mettre en avant, c'est quoi l'objectif de mon modèle. Okay ? Et les objectifs qu'on donne à un modèle et qu'on donne à une théorie, ça tombe pas de nulle part, hein. Les scientifiques ont des biais et participent à la société, donc c'est influencé par un certain nombre d'objectifs personnels et d'histoires particulières, de la sociologie du moment, etc., etc. Les rapports du pouvoir qu'il y a qu'on cherche à obtenir, etc. Donc voilà, au-delà on cherche à représenter la réalité, ça c'est l'objectif de départ évidemment de tout le monde, et il y a tout un tas d'interactions entre la théorie scientifique et le reste de la société. Et en fait, ces interactions-là, il y a une manière d'étudier les sciences c'est son angle en fait d'étude. Donc en sociologie des sciences, quand on étudie les sciences, le courant qui a cet angle-là, ça s'appelle le courant des relativistes. Donc c'est le courant qui vraiment va étudier comment les théories scientifiques interagissent avec le contexte social et la réalité qui évolue évidemment. Et dans le milieu de la zététique, on y arrive, il y a des gens qui sont pas comme ça, qui sont contre ces relativistes et qui ont une vision
différente et qu'on appelle le rationalisme naïf. Donc c'est tout un tas de propositions que je vous ai un peu résumées ici. C'est par exemple l'idée de dire 1 plus 1 égale 2, c'est vrai. Ça ne dépend pas du contexte social, 1 plus 1 égale 2, c'est un fait. Bon, bah, voilà. Y a des choses qui échappent au contexte social et c'est des faits, et on peut les connaître grâce à la méthode scientifique. C'est beau, non? Bon, en vrai, la méthode scientifique, ça n'existe pas vraiment, hein. C'est un ensemble de pratiques, un ensemble de choses, etc. Il n'y a pas une méthode, c'est un ensemble. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez avec ça, c'est que au départ, il y a une controverse légitime en sociologie des sciences et en philosophie des sciences entre les relativistes et les rationalistes pas naïfs, entre guillemets. C'est-à-dire que ça, c'est pas la position des chercheurs. Le problème, c'est que dans cette controverse, donc c'est une grosse controverse qui a donné notamment les Science Wars, c'est un très gros truc et c'est pas le sujet du jour. Mais en fait, il y a beaucoup de caricatures les deux camps s'envoient des caricatures beaucoup. En fait, il y a beaucoup de caricatures qui existent et il y a beaucoup de gens qui n'ont accès que aux caricatures, malheureusement. Et par exemple, on peut s'arrêter à Popper et Sokal-Bricmont. Si on s'arrête là, on risque fort d'avoir juste un rationalisme naïf et avoir une très mauvaise opinion des relativistes. On va dire ouais, les relativistes, c'est des islamo-gauchistes, ils pensent que tout se vote, tout n'est qu'une question de croyance, alors qu'en vrai non, il y a des faits. Bon, voilà. Donc voilà, le problème c'est que du coup, on a dans le milieu de la zététique beaucoup de gens qui ont cette vision un peu fantasmée de la science, un peu une image idéalisée de la science, et qui la défendent, hein, honnêtement, mais par contre qui en ont une vision très caricaturale. Et si le but avec les zététiques, c'est de transmettre comment ça marche la science, bah évidemment, si on est rationalisme naïf ou relativisme machin, on ne va pas transmettre la science de la même manière. On ne va pas en donner une image similaire, quoi. Après, entre guillemets, ça, c'est le point de clivage le plus simple parce que on est beaucoup, moi le premier, à avoir commencé par être rationaliste naïf et à en être sorti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'intéresses un peu à la sociologie, la philosophie, l'histoire des sciences, tu as de grandes chances de sortir de cette posture du rationaliste naïf. Donc, entre guillemets, si on est entre gens raisonnables qui lisent la littérature, et on finit par changer de sujet. Le problème, c'est qu'il y a des sujets où c'est des tensions un peu plus ancrées, et il n'y a pas un côté qui a raison, un côté qui a tort, quoi. Ce qui nous amène du coup au deuxième point. La zététique, le but, c'est de transmettre l'esprit critique, et l'esprit critique, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien, sauf que il n'y a pas tout le monde qui a la même définition. Donc ce sujet-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a Charlotte Barbier qui en a fait une conférence au comité para, et c'est vraiment son angle, c'est-à-dire son sujet d'étude, elle, en tant que doctorant, c'est les différentes définitions qu'on a de l'esprit critique, et au-delà de tout le monde est d'accord pour dire que c'est formidable l'esprit critique, il faut le diffuser, et la manière dont on va le définir, ça va être très important et très différent. Donc là, je vais reprendre un petit peu ces slides et sa synthèse de littérature, parce qu'elle le fait mieux que moi, forcément, c'est son sujet de recherche. Alors, du coup, il y a des éléments récurrents dans les définitions qu'on a de l'esprit critique dans la recherche. Encore, on repart de la recherche. Donc oui, il y a les 2-3 éléments que vous connaissez bien, remonter à la source, l'importance de la réflexion, le fait qu'on met en avant plus la réflexion que le résultat, hein, dans l'esprit critique. L'important, c'est comment les gens réfléchissent plutôt qu'à quel résultat ils arrivent. Donc ça, c'est des trucs qui font consensus. Et il y a les divergences qui sont incarnées dans 2 familles différentes, donc les rationalistes ou matérialistes. Encore une fois, c'est des étiquettes, hein, réfléchissez pas trop à est-ce que ça correspond à matérialisme, machin, c'est des étiquettes. Donc, côté rationaliste, on a plus l'importance de l'individu. Côté matérialiste, on a plus l'importance de l'émancipation collective. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets d'opposition comme ça. Dans le milieu de la zététique, ces 2 choses se retrouvent un petit peu entre les rationalistes qui sont en plus de... C'est un peu le clivage, si vous voulez, entre ce qu'on appelle les zétapos et les militants. C'est-à-dire zététique apolitique contre les vilains gauchistes. C'est-à-dire qu'en gros,
ce qu'on appelle les étapos, du coup plutôt côté rationaliste, ils défendent l'idée que voilà, l'esprit critique s'intéresse avant tout aux faits et qu'on peut faire une vraie séparation entre tout ce qui est fait, les sciences, la zététique, etc., la description du monde, et la prescription, à savoir la politique, les trucs d'idéologie, Bergk, c'est sale, vous voyez. Donc ça, c'est côté rationaliste. Et matérialiste, ils ont plus une vision où faire preuve d'esprit critique, c'est forcément interroger les structures, toujours remettre en question ce qu'on pense, parce qu'il n'y a pas les catégories tombent pas du ciel. Et ça, du coup, il y a un lien avec les relativistes qui sont cités tout à l'heure. Et du coup, il y a forcément un petit peu des enjeux par rapport à qui a le pouvoir, qui a accès à la parole, etc. Et du coup, le fait de participer, de politiser les questions, ça fait partie de la démarche de l'esprit critique. Enfin, la politique fait partie de l'esprit critique, je veux dire. Du coup, voilà, exercer son esprit critique, ça demande d'avoir un petit peu des connaissances de base sur les enjeux de pouvoir, les structures, etc., quoi. Une remarque qui est à la fois importante, mais c'est une remarque assez évidente, c'est que quand quelqu'un arrive dans un milieu, par exemple une personne trans arrive dans un milieu où il y a de la transphobie, forcément, ça donne pas envie de s'investir. Okay, si on fait rien pour condamner les comportements problématiques, assez vite, comme dans tout le reste de la société, il y a un petit peu, les seuls qui ont accès à la parole, c'est plutôt des hommes blancs bourgeois, en gros. Si je parle de ça, c'est que y a eu des comportements oppressifs dans le milieu de la zététique, comme partout dans la société. Par contre, ce qui est important à noter, c'est que ça ne va pas du tout être géré de la même manière si vous avez un esprit critique plutôt rationaliste ou matérialiste. C'est que côté matérialiste, en gros, s'il y a un comportement problématique, on va essayer de dire « Ah oui, ok, dis-moi en plus en quoi c'est problématique, machin. Ah ok, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter que ça se reproduise ?» Côté rationaliste, on peut être tenté de dire « C'est pas mon sujet ». C'est que si on dit on ne s'intéresse qu'aux faits, etc., et qu'on dit voilà, du coup tout ce qui est politique, les oppressions, etc., c'est important, mais c'est pas mon sujet. Ça c'est important parce que du coup les comportements problématiques peuvent continuer. Si j'en parle maintenant, c'est que c'est évident que si les gens ont à cœur, je sais pas, le féminisme et qu'ils voient du sexisme, ça va frotter. Ça, j'ai pas besoin de le débattre. Je pense que vous en doutez. Par contre, voilà, il y a beaucoup de tensions qui naissent justement de cette vision de l'esprit critique qui est différente. Notamment, on peut, en gros, en philosophie et en sociologie politique, le fait de dire qu'est-ce qui est notre sujet et qu'est-ce qui n'est pas un sujet, c'est super important, c'est crucial. Et voilà, là, comme je dis, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu politiser très tôt, notamment Richard, mon voisin du Cortex, a voulu politiser les questions de zététique en disant on ne doit pas s'arrêter au paranormal, on doit directement politiser utiliser la zététique dans tous les domaines, notamment les domaines importants, politique, etc. Et il y en avait pour qui c'était non, c'est pas notre sujet, nous on ne parle que des faits, etc. Et ça, forcément, ça va un petit peu... on va avoir vraiment deux visions d'esprit critique qui s'affrontent et il n'y en a pas une qui a objectivement raison sur l'autre, si vous voulez. Donc voilà. Il y a autre chose que je dois parler par rapport à toujours sur la définition de l'esprit critique. Au-delà de matérialiste, rationaliste, c'est quelque chose qui est très oublié dans le milieu de la zététique, c'est les dispositions. C'est qu'en fait, l'esprit critique, il y a un aspect compétence, donc ça c'est ce que j'ai dit, savoir analyser une source, connaître les biais cognitifs, ce genre de choses. Par contre, les dispositions, c'est super important. Par contre, c'est beaucoup moins mis en avant par les vulgarisateurs qui ont vulgarisé la zététique, etc. Et forcément, ça se retrouve forcément moins chez une partie du public, mécaniquement. Donc ouais, c'est être honnête vis-à-vis de ses biais, avoir de l'humilité intellectuelle et savoir qu'on n'a pas un avis pertinent sur tout. Voilà, est-ce qu'on est curieux, curieux de tout ça. C'est un problème, c'est que ça se décrète pas en fait tout ça. C'est que si vous demandez à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous êtes curieux, est-ce que si on vous démontre que vous avez tort, vous remettez en question? Ah oui, moi je suis très très capable de me mettre en question, hein, si on me prouve que j'ai tort. Hein. Bon, je pense qu'on a tous des cas qui nous viennent en tête où, en vrai, il y en a... voilà, ils ne se remettent pas en question. Mais
c'est le problème, c'est que du coup, ça se décrète pas, ça se fait concrètement, ces dispositions, et il y en a pour qui ils l'ont pas, quoi. Et ça, comme j'ai dit, en fait, c'est que il y a des gens qui ont du coup pas forcément ça, mais ça renvoie une image de l'esthétique un peu arrogante. C'est que si les gens renvoient une image, à tort ou à raison, est-ce qu'ils renvoient l'image pour de vrai ou pour de... Voilà. À tort ou à raison, s'ils renvoient l'image de quelqu'un qui n'a pas cette disposition-là, quelqu'un qui est dans la zététique, il va passer pour quelqu'un de très arrogant, très imbu de lui-même. Et la zététique, ça passe un peu pour l'endroit où on est un peu en développement pour gagner le débat. On trouve des arguments pour gagner les débats, mais par contre, zéro esprit critique, quoi. Donc ça, c'est un peu le problème, c'est que ce qu'il y a dans la recherche n'inonde pas forcément les discussions, parce que c'est même pour les gens qui sont plus dans le côté, qui défendent plus un esprit critique rationaliste, les dispositions, c'est pas forcément très, très acquis, quoi. Ce que vous compreniez avec ce deuxième point, c'est quoi l'objectif qu'on donne au fait de développer l'esprit critique des gens. Et ça, encore une fois, c'est à vous de vous poser la question, parce qu'il n'y a pas une réponse objective. C'est que chaque définition a des enjeux de pouvoir et pose à des implicites. Par exemple, la première fois que le terme pensée critique est apparu dans la recherche, c'était dans les années 20. C'était pour... l'esprit critique, c'était en réaction à la propagande et les préjugés racistes. Donc déjà, dès le début, c'est politique. C'est pas depuis 5 ans, depuis Twitter, ce genre de truc. C'est depuis le début, la pensée critique, c'est politique. Mais surtout, en fait, depuis le début, il y a une tension. Est-ce que l'esprit critique, c'est se défendre sur ce qui nous arrive de l'extérieur, hein, donc la propagande, j'exerce mon autodéfense intellectuelle contre Kems, tu n'as aucun effet sur moi, ville propagande. Ou est-ce que c'est un truc qui sert avant tout à questionner les préjugés et à ce qui paraît évident? Et ce qui paraît évident, donc c'est évident pour soi, et puis si ça nous paraît évident à nous, c'est que peut-être c'est des institutions qui nous ont un petit peu conditionnés à penser quelque chose comme évident, quoi. Donc oui, comme je dis, il y a toujours des enjeux de pouvoir. Et par exemple, depuis quelques années, depuis 2015, il y a eu donc, les attentats et l'esprit critique, c'est devenu un peu à la mode. Et dans les politiques publiques et notamment dans l'éducation nationale, il y a une chercheuse en sciences de l'éducation qui a étudié que maintenant la pensée critique, c'était un peu quelque chose qui visait à un peu combattre la radicalisation, le complotisme et faire adhérer aux valeurs de la République. Voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les valeurs de la République, maintenant, c'est l'esprit critique. Non, mais du coup, il y a plusieurs problèmes ça pose plusieurs problèmes. Ça, c'est que du coup, comme je dis, en fait, on a ignoré la recherche parce que la recherche, ce qui est consensuel, c'est que la pensée critique, c'est vraiment regarder le processus et pas le résultat. Donc, si quelqu'un, le but, c'est de le faire adhérer aux valeurs républicaines, et là, c'est le résultat. On parle pas de comment est-ce qu'on est arrivé à cette réflexion. Et justement, c'est important parce que si on dit que l'important, c'est le résultat, les gens n'ont pas à changer d'avis. Le but, c'est qu'ils adhèrent à telle théorie. Et du coup, en fait, avec ce genre de définition, de vision de l'esprit critique, en fait, on remplace ce qui était un peu la manière de bien douter, de savoir comment prendre les informations, douter correctement, etc. On a remplacé ça par une question de confiance. À qui faire confiance? C'est qui les institutions auxquelles on peut faire confiance? Donc, les instituts par rapport au vaccin, par rapport aux médicaments, par rapport à tout un tas de choses, et évidemment adhérer aux valeurs de la République. Hein. Ayons confiance aux valeurs de la République. Et sauf que je pense que je vous apprends rien, les valeurs de la République, dans ce cas-là, c'est plus le retour à l'ordre qui est sous-entendu. Et avec des exemples comme ça, on voit que ça a toujours des enjeux politiques assez forts, quoi. Voilà, je pense que je suis complètement en train d'exploser mon temps, donc on va accélérer. Troisième clivage, donc individualiste versus collectif. Donc, le milieu de l'esthétique, il a longtemps mis en avant les biais cognitifs ou les arguments fallacieux. En tout cas, il se questionnait beaucoup sur comment est-ce qu'on pense, comment est-ce que le cerveau fonctionne, et pas beaucoup à partir de quoi on pense. Savoir que, vous avez peut-être vu la vidéo d'hygiène mentale, c'est que quelqu'un qui pense très bien, qui a connaissance de ses biais cognitifs, qui arrive même si c'est pas possible, à n'en avoir aucun, etc. Si vous le plongez dans un environnement où les médias lui donnent des mauvaises informations, même s'il réfléchit très bien, il aura des mauvaises décisions.
Ça, c'est pas parce qu'il a des biais dans la tête, c'est parce qu'il est dans un bruit de mauvaises informations. Donc, le but de la zététique, est-ce que c'est de mieux penser? Peut-être. Mais si l'objectif, c'est de mieux penser, plutôt que d'apprendre aux gens leurs biais cognitifs, eh bien peut-être qu'il faut militer pour qu'il y ait un meilleur environnement d'information. En fait, c'est plus ça l'enjeu pour que les gens pensent mieux, c'est de limiter le bruit. Ou alors faire de la métacognition, c'est-à-dire, ok, on parle d'individus, mais avant tout, c'est de s'interroger sur pourquoi on pense ce qu'on pense nous. Parce que si on capte tout, enfin, si on axe tout sur les biais cognitifs ou les arguments fallacieux, ben on a vite tendance à aller chercher le biais cognitif chez l'autre, à chercher l'argument fallacieux chez l'autre. Hein, c'est l'autre qui pense mal. Comme je dis, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, le mauvais sceptique, c'est toujours l'autre. Hein, c'est jamais soi. Donc, parler de biais, en fait, c'est déjà en soi orienté. Parce que dire qu'il y a un biais, ça sous-entend qu'il y a une bonne proposition, il y a une solution à chaque problème. Ce qui marche dans les cas comme dans les vidéos d'hygiène mentale où c'est de la théorie des jeux, où là on propose un dé, un truc comme ça, où on peut calculer coût-bénéfice et on peut dire ah oui, là il y a une bonne solution par rapport aux 3 propositions qu'on a, parce que c'est des cas simples. En pratique, ça n'existe pas les cas simples comme ça parce qu'on a toujours 1 milliard de facteurs qui rentrent en cause, donc il n'y a pas une bonne solution à chaque problème. Dans les cas genre l'énergie, sur les cas un peu touchy comme ça, il ne peut pas y avoir une bonne solution à chaque problème. Donc dire voilà, ceux qui pensent comme ça, ils ont des biais et ceux qui sont dans la rationalité, ils savent que blablabla, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc ouais, tout ramener un problème d'individu, c'est vraiment un problème. Et c'est pour ça que quand on voit les gens qui parlent de comment on définit l'esprit critique en sciences de l'éducation, donc là je vous ai remis Charlotte, etc. pour avoir une autre conférence. Allez voir les 2 vidéos, elles sont bien. Mais en fait, quand on voit un peu les chercheurs qui se disent comment est-ce qu'on transmet l'esprit critique aux gens, et ben souvent ils nous disent que ouais, en gros, les biais cognitifs, c'est pas si important de les connaître, quoi. C'est pas le principe, c'est pas ça qui fait qu'on aura un bon esprit critique pour tout un tas de raisons. Donc comme je dis, ça peut amener à être un peu arrogant envers les autres et à surestimer son propre avis. Donc en fait, c'est contre-productif. Puis même, en fait, genre, ça, Albert Moukébert en parle beaucoup, c'est que ce qu'on appelle biais cognitif, c'est au départ les raccourcis de cerveau, donc ce qu'on appelle les heuristiques. Et la plupart du temps, les heuristiques, ça marche bien pour traiter l'information. Sauf que la zététique, elle a eu tendance à mettre en avant les biais, c'est-à-dire les moments où les heuristiques, ça marche mal. Hein, mais du coup, c'est purement négatif. Du coup, on se dit, le but, c'est de limiter ces trucs négatifs-là. Sauf qu'en fait, les heuristiques, la plupart du temps, ça marche bien. Donc, si la plupart du temps, ça marche bien, et en fait, le fait de les apprendre, en fait, ça va pas forcément améliorer de manière spectaculaire notre capacité à raisonner. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent pas forcément tous en avant les biais cognitifs, quoi. Donc, voilà. Donc, juste pour ce truc-là, il est plus court, vous voyez. C'est de dire que l'individualisme ne veut pas forcément dire égoïste, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire de la métacognition et s'interroger sur ses propres biais, et après en faire partager les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est purement individuel, c'est notre point de départ, quoi. Donc, est-ce que le point de départ qu'on a dans notre réflexion, c'est de dire, voilà, pour certains problèmes, c'est pas une question d'individu, c'est une question de, voilà, il faut une réponse politique collective pour l'environnement, d'information, etc. Bon, c'est 2 manières d'approcher le problème. Et encore une fois, ça peut créer parfois des incompréhensions, quoi. Le 4e et dernier point, qui va être le plus touchy à faire comprendre, pour essayer d'expliquer, j'ai pris deux points préalables. Le truc est en train de tomber. On a tous eu à traiter des questions qui ont une implication politique. Donc je peux prendre un exemple. C'est que si par exemple le sujet que je pose, c'est est-ce que l'homéopathie, ça a un effet propre au-delà des effets contextuels? Ça, c'est un sujet de fait, de science, qu'on peut répondre avec des arguments scientifiques. Est-ce que l'homéopathie, ça a des effets propres? Si je pose cette question-là et qu'on y répond, ça va avoir des implications politiques sur le débat politique qui est est-ce que l'assurance maladie doit rembourser les médicaments homéopathiques? Hein? Le fait de répondre à la question de fait, ça va avoir des implications politiques sur le débat politique, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non. Enfin voilà, ça c'est un truc nécessairement, il y a des implications politiques à toutes les questions. Des fois elles sont minimes, mais des fois elles sont assez importantes parce que ça peut inclure beaucoup d'argent public, des vies, etc. Ok. Est-ce que le point 1, ça va?
Ok. Le point 2, c'est que les vulgarisateurs sont critiqués tous les jours. Alors là, vulgarisateur, je mets au sens le plus large possible, hein, donc les vulgarisateurs sur Internet, mais aussi les journalistes qui font des articles, les gens qui font des documentaires à la télé, etc. Là, je pense que vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête, parce que la zététique a beaucoup surfé sur ça dès le début. En fait, c'était de critiquer dans le débat public le moment où la science se fait un peu malmener. Donc, pendant un moment, ça a été par exemple l'envoyé spécial sur le glyphosate. Voilà, il y a eu le reportage d'envoyé spécial sur le glyphosate et il y a eu plein de gens de l'esthétique et alentour qui disaient « Waouh, mais n'importe quoi, ce documentaire, vous avez rien compris, c'est la dose qui fait le poison, blablabla ». Plus récemment, c'était Michel Simès de Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Évidemment, le classique Jacques Grimaud. Bon, bref, voilà, des vulgarisateurs, ils sont tout le temps critiqués par des experts, par des non-experts. Toute critique n'est pas légitime, évidemment, mais il y a des fois où vous faites n'importe quoi avec les données, donc on vous critique. Est-ce que le 2 points, ça va? Vous pouvez me répondre, hein, je ne suis pas un DVD. Voilà. Bon, alors, le clivage arrive. Est-ce qu'on accepte du coup d'avoir du contenu léger sur la science ou au niveau de l'exigence politique? Ce qui est une question qui, du coup, dépend du contexte. Il n'y a pas une bonne réponse. Mais c'est un peu le sujet de tension. C'est à quel point on pardonne les contenus qui sont légers sur le plan source ou machin. À quel moment on pardonne et à quel moment on va critiquer. À quel moment on se dit il faut une dénonciation publique parce que là vraiment c'est n'importe quoi. Et bien ça justement c'est une grande question. Encore une fois, c'est que l'exactitude des données, c'est un truc très subjectif. Moi, je suis vulgarisateur, donc je connais ça. C'est qu'il n'y a pas une réponse objective à quel point on doit simplifier, à quel point on doit vulgariser, à quel point on doit être précis, etc. Mais par exemple, il y a des limites. Si je viens devant vous à l'Observatoire esthétique et je dis l'homéopathie, ça marche, ça a des effets propres au-delà du placebo. Si je dis ça, vous êtes en train de me dire, là, Tranxène, tu es en train de dire n'importe quoi. Visiblement, tu te bases sur n'importe quoi comme données, ou alors tu simplifies n'importe comment avec ta parole. Enfin, voilà. Vous êtes en droit de me dire, là, c'est n'importe quoi, c'est illégitime comme vulgarisation. Voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, chacun met un peu la limite où il veut, mais il y a quand même une limite, quoi. Il faut quand même qu'on en ait conscience. Il y en a 3 qui sont restés sur ces sujets-là qui ont peu d'implications politiques. Et puis, petit à petit, la zététique a eu tendance à un petit peu être associé à des gens qui s'attaquent à un peu tous les sujets. Et le problème, c'est quand on s'attaque à tous les sujets, forcément, il y a des moments où on va être un petit peu plus léger sur à quel point on est rigoureux sur les sources qui sont associées, quoi. Si par exemple, on parle des théories du complot, avec un petit peu de travail, on peut dire, OK, voilà, je suis capable de débunker le contenu de telle théorie du complot. Par contre, si on se met à se demander pourquoi est-ce que les gens adhèrent à une théorie du complot, et là, pour le coup, le bagage qu'il faut n'est pas vraiment le même. Parce que pour comprendre la psychologie aux théories du complot, etc., c'est associé à des questions politiques du style l'antisémitisme, l'histoire d'extrême droite, la pensée d'extrême droite, comment est-ce que l'État est impliqué dans telle ou telle affaire, etc. Et tout ça, en fait, c'est un bagage politique, c'est pas juste une question de fait de la théorie du complot en elle-même, quoi. Donc voilà, il faut, sur certains sujets, en fait, pour bien les traiter, il faut être armé politiquement un minimum, quoi. Sachant que armé politiquement, ça ne veut pas dire être de gauche. Hein, je précise au cas où. Non, mais c'est juste avoir des bases, si vous voulez, sur en philosophie politique, en sociologie politique, qu'on n'est pas obligé d'expliquer la droite, la gauche, les trucs vraiment basiques, etc. Or, évidemment, si j'en parle, c'est qu'il y a eu des cas où des gens s'attaquaient à des sujets sans ce bagage politique minimal ou sans les sources scientifiques et du coup qui se sont fait critiquer, quoi. Et du coup, la question après, c'est comment est-ce qu'on réagit à la critique? Et ça, encore une fois, ça va être lié à tout ce qu'on a dit précédemment. C'est qu'on ne va pas réagir de la même manière si déjà on est rationaliste, naïf, relativiste, etc. Parce que l'image qu'on veut renvoyer de la science n'est pas le même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont dans la zététique sont parfois des gens qui sont le nez dans les théories du complot, qui passent beaucoup d'heures à étudier les théories pseudo-scientifiques, etc.
notamment les gens les plus visibles. Et du coup, ils vont avoir l'impression, à force d'être le nez là-dedans, que la plupart des gens croient à des trucs farfelus, la plupart des gens pensent mal, la plupart des gens sont prêts à croire à n'importe quelle connerie, etc. Ou que les gens détestent la science. Sauf qu'en fait, si on prend vraiment la base, la plupart des gens aiment la science. Même si on prend les gens comme les fans de Didier Raoult et compagnie, ou les complotistes, etc., la plupart vont leur demander, ils aiment la science, ils défendent la science, c'est juste qu'ils ont l'impression qu'eux défendent la vraie science et que les autres défendent, sont manipulés par les politiciens, etc., et qu'eux sont du côté de la science, quoi. Donc, c'est que des fois, on va un peu avoir tendance à dire il faut défendre la science, quitte à être un petit peu caricaturale, etc., mais il faut y aller à fond parce qu'en face, on lutte contre l'obscurantisme qui va tout détruire si la science s'arrête, etc. Donc comment est-ce qu'on voit un petit peu c'est la notion d'identité, c'est comment est-ce qu'on voit le groupe qui défend la science? À quel point on le voit nombreux, à quel point on dit lui il défend la science et puis lui non, etc. Parce que si on s'arrête à lui il a dit qu'il défendait la science, encore une fois Didier Raoult il est de notre côté. Vous voyez, du coup c'est un peu chacun il réagit différemment. Et il y en a pour qui ils ont un peu une espèce d'exigence avec tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer dès qu'ils voient un truc qui est mauvais sur les sources, donc, que ce soit le vulgarisateur, le reportage à France 2, etc., ils vont critiquer. Donc pas avec la même intensité, de la même manière. Encore une fois, il y a des critiques qui sont légitimes ou pas. Mais par contre, il y en a qui ont cette exigence avec tout le monde. Et il y en a qui ont un double standard en disant lui, j'ai pas envie parce qu'il fait partie de mon groupe, lui, il fait partie de ma team, lui, il défend la science, donc il ne faut pas trop le critiquer. Et encore une fois, ça revient tout un tas de la notion d'identité, ou si c'est notre groupe, si c'est quelqu'un qui est important pour ma communauté, je ne vais pas trop le critiquer, quoi. Puis oui, voilà, ça aussi, j'en parle, c'est que au départ, la zététique, c'était sur un peu éducation populaire, c'est-à-dire que tout le monde était un peu expert, tout le monde était un petit peu au même niveau. Il suffisait de bosser un peu un sujet pour être un peu l'expert, parce qu'on s'attaquait à des sujets qui étaient avec peu de littérature, en fait. Pour faire le tour de la littérature sur Bigfoot, sur le monstre du Loch Ness, sur des choses comme ça, ça allait relativement vite, parce que c'était des sujets de niche qui étaient oubliés par les scientifiques. Sauf que petit à petit, avec le fait qu'on devient un peu expert, qu'on veut un peu s'attaquer à tous les sujets, il fallait avoir une littérature qui était maîtriser une littérature qui était beaucoup plus large. Donc au début, ça se passait pas trop mal, c'était genre l'homéopathie. Bon, il y a beaucoup d'études, mais les vulgarisateurs, ils faisaient le travail d'aller un peu regarder les études, etc. Et ça se passait à peu près bien. Et puis petit à petit, ça a débordé sur tous les sujets. Donc c'est genre le débat sur les croyances, sur le bayésianisme, donc les mathématiques. Donc voilà, il y a tous les sujets qui y sont passés. Et le problème, c'est que y a plein de gens qui se sont attaqués à ces sujets-là, y compris des personnalités visibles qui ont accaparé la scène. Et encore une fois, on sort du coup de l'idée d'éducation populaire, on est tous un peu experts, etc. Et ces gens-là se sont fait critiquer par des experts d'un sujet. Et encore une fois, c'est comment est-ce qu'on réagit à la critique qui est important. En gros, pour schématiser, donc si un expert dit excusez-moi, vous avez un peu mal vulgarisé mon domaine, on peut être tenté soit de dire merci pour cette correction, voilà, je me suis trompé effectivement, donc je vais changer mes sources, je vais corriger mon a priori pour un peu continuer à défendre le consensus. Des fois ça se passe bien, et puis des fois ça se passe moins bien. Donc des fois c'est ah là là là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des harceleurs élitistes et vous aimez pas la vulgarisation. Voilà. Bon, je caricature encore une fois, c'est pas. Il y a tout un tas de nuances entre les deux opposés. Mais voilà, c'est qu'il y a des cas un peu navrants où il y a des gens qui se sont fait critiquer, source à l'appui par des experts d'un domaine. Mais non, moi j'ai mon gros cerveau de zététicien, je suis capable de t'expliquer comment ça fonctionne la vie. Et quand ça arrive une fois sur un sujet, on peut pardonner, la personne a eu un blocage sur un sujet, elle a mal bouffé le matin, il y a tout un tas de raisons. Mais quand ça devient systématique, que les gens refusent toute critique, il y a un moment donné, déjà, quand on ne supporte pas la critique, on envoie une très mauvaise image de la science, parce que la science, la critique fait partie du travail scientifique. Et si on refuse toute critique, encore une fois, comme je dis, c'est que la notion d'esprit critique, dans les dispositions qu'on a, c'est de savoir se remettre en question quand on nous démontre qu'on a tort. Donc si quelqu'un refuse toute remise en question, il y a un moment donné où le fait de revendiquer l'esprit critique, c'est un peu légitime, quoi. Voilà pour ce quatrième et dernier point de clivage.
Donc, forcément, je ne suis pas exhaustif sur tous les points les sujets de tension, mais je pense qu'en fait, ces 4 sujets, c'est les 4 sujets dont c'est l'origine un petit peu des tensions qui sont insolubles. C'est-à-dire qu'il y a des sujets effectivement où c'est des disputes, où on peut se dire ouais, ils se disputent pour rien, c'est de galère de personnes, etc. Mais par contre, il y a des sujets où je pense qu'il ne peut pas y avoir réconciliation dans les gens qui ont été dans les milieux de l'esthétique, etc. Il y a des sujets où c'est forcément insoluble parce que voilà, il y a des manières de voir le monde, des manières de voir la connaissance ou la science, etc. qui sont insolubles. Après, peut-être qu'individuellement, les gens passeront d'un sujet à l'autre, d'un avis à l'autre, etc. Mais globalement, on va aller plutôt vers de la scission. Je ne sais pas où j'en suis niveau temps, mais je pense que j'ai complètement dépassé. Donc, la 3e partie, elle sera plus courte, promis. Donc, c'est un peu de dire, OK, maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce que ça peut évoluer maintenant ? Alors, comme je disais, je pense que la bataille culturelle du fait qu'il faut faire aimer la science aux gens, je pense que cette bataille, elle est déjà gagnée, en fait. C'est que la plupart des gens aiment déjà la science. À l'époque, si on revient sur l'histoire du mouvement rationaliste, il y a un moment donné où effectivement, c'était pas gagné, qu'il fallait un petit peu défendre la science face à la religion, ce genre de choses. Maintenant, la science, bon, ça va, elle est déjà là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, je pense que soit on essaye de faire en sorte que les gens aient une vision plus réaliste de comment ça marche la science, quelles sont les connaissances sur tel ou tel domaine, etc. Dans ce cas-là, on ne fait pas de l'esthétique, on fait de la vulgarisation. C'est très bien la vulgarisation. Ou alors, on remet tout ce qu'on a appris de l'esthétique au service d'un objet politique plus précis. Ce que je veux entendre par là, c'est ce que je disais, c'est que l'objectif, ça peut être que les gens soient plus vaccinés, par exemple. C'est que ça peut faire peur, en fait, le terme politique, et j'espère qu'à terme, on arrêtera d'avoir peur de ce mot-là. C'est qu'à une époque, défendre la science, c'était un programme politique à part entière. L'Union rationaliste, donc, qui a été fondée, comme je disais, dans les années 30, plutôt par des gens proches du Parti communiste, etc. Eux, défendre la science, c'était de dire il faut rendre autonome la recherche scientifique vis-à-vis du pouvoir politique, militaire et compagnie. Et eux, par exemple, ils ont participé à créer le statut du chercheur. Ils ont participé à créer le CNRS. Et ça a permis d'améliorer, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça a amélioré le contenu de la science. Donc vous voyez que leur objectif politique à eux, ça peut être un truc comme ça, où on peut se dire, aujourd'hui, il y a pas mal de chercheurs qui nous disent que la recherche est un peu quand même dépendante du pouvoir politique, il y a beaucoup d'appels à projets, ça se passe mal pour se financer, il y a le pouvoir économique, il y a le marché capitaliste, tout ça. Donc ça pourrait être un objectif de dire, nous on veut défendre la science, on milite concrètement pour qu'il y ait une indépendance de la recherche à nouveau, par exemple. Ou alors, un autre projet, ça peut être un projet matérialiste, comme je dis, un projet politique d'émancipation collective où on va essayer d'émanciper les gens. Et sur ce point-là, d'ailleurs, c'est que si on veut faire en sorte, si notre objectif qu'on se fixe, c'est qu'il y a plus de gens vaccinés, les matérialistes, ils ont une proposition vis-à-vis de ça, c'est que on sait que les gens qui sont très défiants envers les vaccins, c'est les gens qui sont opprimés par l'État. Donc si on milite pour que les gens soient moins opprimés par l'État, mécaniquement, la confiance envers l'État va augmenter et donc il y aura plus de gens vaccinés. Donc c'est un peu contre-intuitif dit comme ça, mais voilà, c'est une proposition. Si on se réfléchit vraiment aux objectifs qu'on a, en l'occurrence que le plus de gens soient vaccinés, on peut se poser ces questions-là de oui, mais est-ce qu'on remonte vraiment à la racine du problème ou est-ce qu'on se trompe de combat, quoi. Donc je pense que c'est important, maintenant que chacun précise ses objectifs. Forcément, c'est des objectifs politiques, qu'on le veuille ou non. Donc même si on se dit non, moi je veux pas faire de politique, je veux juste que les gens se fassent moins avoir par la propagande, que les politiques ils écoutent plus les experts sur le climat, qu'il y ait plus de gens vaccinés, etc., etc. Au bout d'un moment, c'est forcément des trucs politiques. C'est pas grave, c'est pas sale. Mais ouais, du coup, je pense que là, on est arrivé à un point où c'est irréconciliable tous les pans, etc. Mais c'est pas forcément grave. De la même manière que le paranormal, c'est en train de redevenir un sujet de niche, mais c'est pas extrêmement grave dans le sens que le paranormal, c'était un moyen pour atteindre l'éducation à l'esprit critique, de faire aimer la science à un large public. Et ça, il y a plein de trucs qui existent encore là-dessus, quoi. Il y a plein de projets sur l'éducation à l'esprit critique, etc. Il y en a plein, et c'est ça un peu le plus important, quoi.
Donc je pense que ce sera mon mot de la fin, il ne faut pas être triste. J'ai mis une citation de Michel Berger qui parle de ça. Maintenant que j'y pense, il parlait peut-être pas de la zététique. Bon, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire du coup, c'est que il y a peut-être un effet de scission c'est pas forcément agréable sur le moment. Par contre, comme je dis, en fait, s'il y a une communauté à un moment donné du scepticisme et de la zététique, c'est qu'on n'est pas certain, il n'y a pas de preuve qu'il y ait eu un mouvement à un moment donné. Du coup, il n'y a pas de raison d'être triste que ce mouvement il ait une scission en fait. Je comprends que prendre en compte ces dissensions sur le moment, c'est pas agréable, etc. Parce que ça fait jamais, c'est jamais agréable de voir des gens qui s'engueulent, etc. Mais par contre, c'est un peu comme une déconversion, c'est-à-dire que voilà, si ça nous permet d'un petit peu d'éclairer nos objectifs et de savoir un peu ce qu'on veut, etc. Et dans le fond, comme une déconversion, c'est que ça fait mal sur le moment, mais au long terme, on est quand même un peu content que ce soit arrivé. Parce qu'on a un peu plus, comme ça, on est un peu plus au clair, chacun dans nos assos, dans nos structures, etc., pour savoir vers quoi on veut aller et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est un peu comme ça qu'on retrouvera du positif, c'est en sachant pourquoi on veut et pas juste être dans le négatif, mais qu'on recommence à nouveau à demander du positif. Voilà. Avant de finir, je remercie mes relecteurs et mes relectrices des différentes structures. C'est lui, Paul GE, dont je parlais tout à l'heure. Donc merci à eux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Skepticon, tout ça. Et je vous remercie. Tu parles de scission, de dissension depuis une heure et de zététiciens qui ont le haut du pavé sur le net, etc. Moi, clairement, ça m'intéresse de savoir de qui on parle. En fait, voilà, c'est quoi le problème qui sont les gens qui posent problème? C'est qui les gens problématiques, voilà. N'est-ce pas? Alors, j'espère déjà que il y aura un replay, tu pourras revoir la conférence, etc. Mais normalement, il y a un moment, je pense que tu as pu un peu mettre des noms sur un certain moment en disant tiens, ça me rappelle telle prise de position, etc. Je peux te dire ceux qui sont pour moi pas problématiques, je préfère faire comme ça. C'est que, par exemple, Hygiène Mentale, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, mais voilà, je trouve qu'il fait du bon travail parce que notamment, il y a des moments où il lui-même le dit, c'est qu'il y a des moments sur ses vidéos où il faisait de la mauvaise vulgarisation. Je parle par exemple de Souka Bricmont, voilà, lui-même il dit je trouve que ma vidéo où j'en parle, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais il est capable, si jamais on lui explique qu'il s'est trompé, de se remettre en question et un petit peu de faire du meilleur contenu au fur et à mesure, quoi. Qu'est-ce que tu penses des positions un peu cul entre deux chaises? J'essaie de réconcilier tout le monde et je pense que tu vois de qui je parle, même si sans mentionner le nom. Vous voulez que de la polémique? Non, mais j'ai pas d'a priori sur le sujet. Je ne sais pas quoi en penser. Ouais. Et vu que tu as sans doute beaucoup plus bossé le sujet que moi, qu'est-ce que tu penses justement de ces positions un peu j'essaie de réconcilier tout le monde et je me positionne pas? En fait, moi, au départ, j'avais un peu cette position-là, en mode j'aime pas que les gens se battent, peace and love, soignons tous amis, faisons-nous des bisous. Et en fait, justement, à force de comprendre un petit peu ces différents enjeux, c'est que je me suis rendu compte que essayer de faire cohabiter tout le monde, c'était un peu faire cohabiter la carpe et le lapin. C'est-à-dire que quand on essaye vraiment d'aller au-delà des trucs très génériques on est tous pareils, on veut tous défendre la science, on veut tous défendre l'esprit critique, et qu'on dit ouais mais concrètement on défend quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire en vrai? Et genre d'esprit critique ça veut dire quoi? Voilà, on creuse un petit peu. Et en fait on essaie de faire cohabiter des gens qui ont des positions qui sont trop différentes. Comme je dis, c'est que des gens qui sont rationalistes ou matérialistes, on ne va pas du tout leur parler de la même manière de certains sujets. Il y a beaucoup d'enjeux, par exemple, il y a une confusion en fait, entre l'intention qu'on a dans un discours et les conséquences matérielles qu'a un discours dans le débat public. Entre l'intention et les conséquences. C'est que ça, du coup, entre les rationalistes et les matérialistes sur la question de l'esprit critique, les deux ne vont pas du tout avoir la même vision de la chose et du coup, on ne va pas du tout avoir les mêmes arguments vers les uns ou vers les autres. Et du coup, ça peut avoir un sens d'essayer de dire voilà, on rassemble le maximum de gens sur un dénominateur commun à un instant T, donc style la Fidesz et ce genre de choses. Mais il y a un moment donné, il faut quand même trancher sur certains de ces débats et du coup, il y a des gens qui ne pourront pas être tombés d'accord et c'est pas grave en fait, il n'y a pas un qui a raison ou qui a tort forcément, quoi. Pour prendre l'exemple de la Fidesz, pour moi c'est l'exemple type, c'est que dans la Fidesz, il y a un moment donné, c'est
poser la question de est-ce qu'on parle des oppressions? Est-ce qu'on dit et on affirme dans notre charte qu'on n'est pas pour les oppressions? Bon, bah voilà, ça a été décidé que oui, on va avoir un truc un peu matérialiste et on va dire qu'on est contre les oppressions. Il y a les sceptiques du Québec qui font un dossier plein de transphobie avec une mauvaise science. Bon, il y a des mauvais arguments, des mauvaises sources, etc. Donc, on pouvait déjà les virer. Mais en plus, on dit, bah oui, mais au-delà de ça, c'est juste de la pure transphobie. Donc, en fait, dégagez, quoi. Et du coup, la Fides, qui chapeaute plusieurs associations sceptiques, a dit « Les sceptiques du Québec, vous n'êtes pas légitimes à revendiquer ce truc du scepticisme. On n'est pas du même... on n'a rien à faire ensemble. » Et ils les ont virés, quoi. Donc je pense que c'est un peu ça je pense que c'est un peu ça l'enjeu, en fait, c'est de dire est-ce que ça a un sens de dire on est tous potes, faisons-nous des câlins, ou est-ce qu'il y a vraiment, si on gratte un tout petit peu, des gens qui sont vraiment pas d'accord et que ça n'a aucun sens de les faire aller dans la même pause. Et c'est pour ça que ma conclusion, c'est de dire c'est bien que tout le monde précise un peu ses objectifs, parce que y a beaucoup de moments dans la zététique où on est un peu resté sur des trucs très mal définis et très flous. Et du coup, on avait l'impression que c'était un peu tout le monde voulait la même chose, etc. Alors qu'en fait, non. Voilà. Alors, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je trouve que c'est intéressant de parler du fond du sujet et des dissensions qui existent, parce que c'est quelque chose dont on parle pas tant que ça, je trouve. Et la plupart des gens sont pas capables, enfin la plupart des sceptiques sont pas capables de se positionner par rapport à tous ces clivages. Ouais. Il faudrait au moins qu'on arrive à se positionner et qu'on arrive à comprendre le positionnement de l'autre. Par exemple, moi, je vais être beaucoup plus du côté du rationalisme. Toi, visiblement, tu es beaucoup plus du côté du matérialisme. J'arrive à voir chez les gens, chez les sceptiques, un peu comment ils se positionnent et donc à comprendre les différends que je peux avoir avec eux. Ouais. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez, qu'on n'essaye pas assez de comprendre les divergences qu'on a. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler des problèmes d'ego et de machin, oui, pas avec machin. On dépolitise, on enlève le... Je trouve qu'il faudrait au moins qu'on fasse l'effort d'essayer de comprendre, dans le fond, ce qui nous... Enfin, c'est pas que ça nous oppose, mais ce qu'il y a comme différence d'approche entre nous. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on dise, pour un peu pousser les gens à se questionner, justement, sur les divergences de fond? Je pense qu'un moyen, en fait, de faire ça... moi, tu vois, mon truc, ça a été d'écouter un peu les vulgarisateurs qui faisaient un travail où justement ils parlaient de dont je parle, tu vois, qui faisaient de la philosophie, de la sociologie ou autre. Et justement, en fait, ça permet de comprendre un peu plus ce qui est en sous-jacent à certains débats. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de moments où on a l'impression que c'est des disputes un peu stériles, mais que les gens, en fait, au fond, ils veulent la même chose, quoi. Et des fois, justement, comme tu dis, c'est que des fois, en fait, on se rend pas compte qu'ils débattent pas au même niveau. C'est qu'il y en a un qui débat... tu peux pas partager cette personne-là parce que son discours, par ailleurs, et ça. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, mais ce qu'il dit c'est vrai, et l'important c'est le vrai, n'est-ce pas? Bon voilà, on va avoir pas du tout le débat au même niveau. Et du coup, moi je pense que pour un petit peu améliorer ça, un truc très, très logique, ce serait en fait d'aller vers plus de vulgarisation et d'éducation populaire, où les gens en fait développent la curiosité de se dire... voilà, je veux comprendre un petit peu les positions, genre ouais, on m'a dit relativiste, rationaliste, machin, je suis pas sûr d'avoir compris, je vais un petit peu aller chercher, même quitte à prendre des vulgarisateurs, pas aller chercher, lire dans le texte, parce que des fois c'est des trucs un peu rudes, mais aller essayer de dire ok, voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est les positions des uns et des autres, les arguments des pour et contre, ah oui, ok, par rapport à ça, moi je situerais plutôt là, un peu entre les deux. Là, j'ai un peu forcé le trait des oppositions, mais il y a des fois des positions un peu intermédiaires. Mais par contre, voilà, il ne faut pas mettre ces trucs-là sous le tapis en disant moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je veux que défendre le vrai, etc. Parce qu'en disant ça, en fait, on prend position d'un côté plutôt qu'un autre. Pas une question, c'est une remarque. Sur l'aspect politique, en fait, tu as pris comme exemple l'homéopathie, en disant qu'effectivement, il y avait l'aspect efficacité ou non-efficacité de l'homéopathie qui, de fait, amenait à la question de son déremboursement. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas que, finalement, c'est vraiment une question en vrai, est-ce que tu ne penses pas que l'action associative de l'Observatoire zététique, par exemple, elle ne s'arrête pas justement au premier? À mon avis, ce n'est pas l'objet d'une association comme l'Observatoire zététique de se prononcer en disant on doit militer pour le déremboursement ou pour le non-déremboursement de l'homéopathie ou de la phytothérapie ou de l'ostéopathie. En l'occurrence, je pense qu'on
on se comprend, enfin, on parle pas de la même chose. C'est que quand je dis qu'il y a une implication politique, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'association, on doit s'impliquer. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, de fait, on peut dire, voilà, nous, on est là juste pour parler des faits et vous faites on fait de la vulgarisation et vous faites votre propre avis. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on va le traiter, c'est pas neutre. La manière dont on va choisir le sujet, dont on va dire ceci ou cela, de présenter le truc, bah, les gens vont avoir, ça a des conséquences sur la vie des gens, ça a des conséquences sur la pensée des gens. Donc, qu'on le veuille ou non, ça implique des conséquences politiques. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même si en tant qu'asso, on dit, bah voilà, nous, notre sujet, c'est ça, eh ben, ça a des impacts politiques. Et le problème, c'est que impact politique, c'est au sens large, c'est-à-dire que ça a éthique. C'est pour ça que dans la recherche, par exemple, on dit, bah voilà, on doit connaître le fait, etc. Mais si on fait certains trucs, bah il y a un comité d'éthique qui va être chargé de dire, ta recherche, elle est peut-être très importante, mais en fait, là, tu vas mettre en danger des vies, tu vas faire s'ouvrir des gens inutilement, donc voilà, ils peuvent dire non, quoi. Et c'est ça un peu que je disais dans mon truc du point de départ, c'est que les gens, ils oublient parfois le fait que, bah, qu'on le veuille ou non, il y a des implications politiques, en fait. Donc défendre un truc très apolitique en disant nous nous parlons uniquement que des faits et la politique, c'est pas du tout notre sujet. Bah, en fait, si toutes les personnes s'attaquent à un sujet et qu'il y a d'autres sujets qui ne sont pas traités, et bah, ça a des impacts sur le débat public. Par exemple, il y a tout un tas de désinformations en ce moment sur les personnes trans, des informations scientifiques. J'ai pas vu beaucoup de zététiciens en parler. Pourtant, c'est de la pseudoscience. Tu vois, bah voilà, ça en soi, c'est un truc où le fait de traiter certains sujets et pas d'autres, bah dans le débat public, ça va pas avoir les mêmes conséquences. Bon bah voilà, après peut-être qu'on peut le déplorer, on peut dire ah oui, mais moi j'aimerais bien que ce soit pas politique, mais de fait, ça l'est, tu vois, il y a des implications, quoi. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Merci. Moi, je voulais t'interroger sur ta vision de ce qui expliquerait ce que tu appelles le rationalisme naïf, ouais. Et en particulier le rapport aux sciences sociales et à son épistémologie. Tu as mentionné rapidement les Science Wars. Je me demandais à quel point ce qui s'est passé dans les années 90, avec le canular de Sokal, le bouquin avec Bricmont, puis Bricmont qui devient président de la FIS, à quel point tout ça, en fait, ça n'a pas foncièrement façonné le rapport des rationalistes aux sciences sociales. Et si aujourd'hui, on n'en voit pas encore, en fait, les impacts et les conséquences. Et en plus, j'ai l'impression que ça dépasse largement les milieux rationalistes. C'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans les années 90 qui, à mon avis, sont aussi la source de discours comme la ministre de la Recherche qui dénonce l'islamo-gauchisme à l'université. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Ouais, je voulais t'entendre là-dessus. Ouais. Bah, ça, je suis un peu d'accord. Ouais, c'est que, comme je disais, à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de caricatures qui circulent. Et en fait, la caricature de Sokal et Bricmont de ce que c'est le relativisme en disant le postmodernisme, c'est terrible, c'est de la mauvaise science, il faut bannir tout ça de la science, etc. C'est qu'il y avait des trucs critiquables, évidemment, dans ce qui est critiqué, sauf qu'en fait, ils ont beaucoup caricaturé comment ça fonctionne, notamment les sciences humaines et sociales. Popper, pareil, il a dit en tant que philosophe des sciences, je pense qu'une bonne sociologie, par exemple, ça devrait fonctionner comme ça. Donc il a dit, les sociologues, vous devriez faire comme ci, comme ça, sans forcément se poser la question de comment est-ce qu'on fait vraiment de la sociologie, est-ce que sa méthode est pertinente ou quoi que ce soit. Et du coup, tous ces débats entre chercheurs qui des fois ont des bons arguments, en fait, se finit dans le débat public, dans le milieu de la zététique, avec forcément plus appauvris, parce que les gens qui sont pas nés dedans, c'est logique qu'ils n'ont pas tous les arguments, etc. Et donc, les sciences humaines et sociales doivent prouver que c'est des vraies sciences constamment. Notamment, plus c'est scientifique, plus c'est bien. Plus c'est mathématique, plus c'est scientifique, plus c'est bien. Donc, oui, la psychologie, c'est une vraie science, mais si tu as fait un protocole en double aveugle, sinon ça compte pas. La sociologie, ça fait bien si tu parles de neurosciences. Hein, sinon, ça compte pas, c'est pas de la vraie science. Tu vois, donc il faut toujours prouver que là, il y a une espèce de suspicion à être un truc un peu triste. Après, effectivement, dans la FIS, comme tu dis, ça a pu un peu inonder le truc. Après, ça a pu influencer aussi les ministres de la Recherche, etc. Je ne suis pas convaincu qu'elles aient lu Bricmont, même indirectement, etc. Non, ça, je pense, c'est plus de l'anti-intellectualisme un peu plus ancien,
où là, l'anti-intellectualisme, effectivement, à l'époque, c'était les dangereux repères de judéo-bolcheviques. Voilà, les universités, ça a toujours été le truc dangereux. Par contre, c'est effectivement triste qu'après, il peut y avoir de l'anti-intellectualisme dans les milieux de l'esthétique, effectivement, où c'est dommage parce que... Voilà. Mais ce qui est dommage, tu vois, comme je disais, c'est que moi, je suis pas anti-rationaliste sur enfin, en général, mais sur la question de sociologie des sciences, je le redéfinis plus comme relativiste, mais je suis pas anti-rationaliste. Sauf que ce que j'aime pas, c'est la position rationalisme naïf, qui donne une vision très idéalisée de la science et très caricaturale. En fait, s'il lisait vraiment des bons auteurs rationalistes, il serait capable d'un peu plus dire moi, ce que je dénonce, c'est ça et pas ça. Voilà, et du coup, il n'y aurait pas cette méconnaissance de comment ça fonctionne en pratique les sciences sociales, et du coup, il y aurait un peu moins de caricatures de mais en fait, pour vous, tout se vaut, tout n'est qu'une question de sciences sociales. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi une position politique, puisque enfin, la préférence, je sais pas, pour des sociologues comme Gerald Bronner, qui sont à la marge de leur discipline, mais qui promeuvent l'individualisme méthodologique, qui promeuvent finalement une façon de faire de la sociologie qui a des fondements politiques dans la vision du fonctionnement de la société. Ouais. Est-ce que, du coup, il n'y a pas cet enjeu-là derrière? C'est-à-dire que finalement, dans le rationalisme naïf, il n'y a pas aussi une naïveté politique qui justifie, qui explique cette préférence-là. Je suis d'accord. Puis c'est un peu pour ça que j'ai rappelé que voilà, il y a des implications politiques, même quand on a l'impression de ne parler que de faits scientifiques. Et ça ne veut pas forcément dire que Gerald Bronner a raison ou tort sur tel ou tel point, mais effectivement, le fait qu'il soit mis à tel poste de responsabilité dans l'éducation nationale, etc., c'est aussi on peut aussi l'analyser sous ce prisme-là. Voilà. On peut aussi dire oui, mais quand même c'est un bon chercheur qui a été primé, etc., etc. Mais il y a cet angle-là où effectivement on se dit quelle est la vision politique qui est mise en avant. Et typiquement Bronner, c'est quelqu'un qui met beaucoup en avant le fait que les chercheurs en sociologie sont trop militants, ils prennent trop position dans le débat public et ça nuit à leur carrière de chercheur, tout en prenant position sur tout un tas de sujets lui-même, quoi. Mais lui, il donne l'impression que lui, c'est purement objectif. Voilà, lui, il ne fait que voilà, dénoncer les véganes, les féministes qui vont trop loin, les anti-OGM, etc., etc. Donc, il prend position sur plein de sujets. Et tu vois, je trouve qu'il y a raison de le faire. Même si je ne suis pas d'accord, il a raison de le faire. Par contre, c'est bizarre un petit peu de dire mais quand même, après, les sociologues, ils prennent trop position. Il faudrait qu'ils soient tous... dépolitisé, etc., etc. Et en fait, ce qui est visé, c'est effectivement plus un truc où dès que tu es militant et que tu critiques un peu les enjeux de pouvoir, les structures sociales, ce qui est un peu implicite, là par contre, ça devient du militantisme. Oh là là, il faut surtout pas faire ça, quoi. Bon, est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'il y a encore du temps pour les questions? S'il n'y a plus de questions, on peut aller manger, hein.